quoi? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. L'affaire Duhamel, vous vous en rappelez, on va remonter un petit peu le temps. On est en janvier 2021 quand patatras, les révélations tombent avec un bouquin dont vous avez peut-être entendu parler sûrement, La Familia Grande, écrit par Camille Kouchner. Donc c'est vraiment la zizanie. Je vous vais trouver une petite vidéo de CNews qui vous résume ça au moment où c'est sorti. Elle dit avoir écrit au nom de toutes les personnes touchées par l'inceste. Camille Kouchner, élevée par Olivier Duhamel, révèle l'inceste qu'aurait commis son beau-père sur son frère jumeau. Des abus sexuels qui se seraient déroulés à plusieurs reprises à la fin des années 80, alors que le garçon n'avait que 13 ou 14 ans. Dans son livre La Familia Grande, elle s'adresse directement à son beau-père. Il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Et la violence, ça consiste à décider d'en profiter, tu comprends ? Ensuite, le jeune garçon va dire oui pour nier l'horreur de la situation. Ça va durer, et puis il va culpabiliser, se dire que c'est sa faute, qu'il a cherché. Longtemps, Camille Kouchner s'est tue à la demande de son frère. Mais lorsque les faits ont été portés à la connaissance de leur mère et d'une partie de leur entourage familial en 2008, le silence a perduré. Toi qui as agressé mon frère pendant des mois, tu le vois le problème ? Quasiment devant moi, en t'en foutant complètement, faisant de moi la complice de tes dérangements. Tu les vois, les angoisses qui nous hantent depuis. Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. Olivier Duhamel, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, a mis fin à ses fonctions dans les différentes institutions pour lesquelles il travaillait. Et justement, de fonctions, il est question de beaucoup de fonctions différentes. Je vous donne tout de suite le résumé qui a été fait dans les médias et c'est toute l'idée. Là, c'est calibré, on est sur du Christopher Nolan, vous allez voir. Je vous donne ces infos-là parce que tout ça n'est que la partie très émergée de l'iceberg. Donc, vous l'avez compris, une grande personnalité des cercles politiques, médiatiques, culturels aussi un petit peu, épinglé dans une affaire d'inceste, ni plus ni moins, d'agression sexuelle sur mineurs. Alors, très vite, on peut lire dans le livre et dans les articles de presse qui vont être faits dans la foulée des choses assez sidérantes, hein, et notamment un exemple, un extrait pour vous dire un petit peu l'impact de cette affaire qui ne touche pas bien sûr qu'Olivier Duhamel, vous l'aurez compris. On peut lire dans la presse à ce moment-là, de nombreuses personnalités bien connues du grand public ont été invitées pendant ces semaines de vacances. Donc, les semaines de vacances ont fait référence à la maison. Tu vois, ça me donne des remontées. La maison de Sanary-sur-Mer, maison d'Olivier Duhamel, où avait lieu beaucoup de sauteries avec l'élite de l'élite, la crème de l'élite, comme vous allez le voir. Donc cette fameuse maison où ont été commis les actes. Donc pour vous dire, hein, c'est le cas de Luc Ferry, par exemple, Alain Finkielkraut ou encore Martine Aubry. Il n'était pas rare de croiser d'autres figures de la scène culturelle et médiatique, comme le costumier Christian Gasque, ami de Marie-France Pizier et tant d'autres. Dans ce cadre, Olivier Duhamel régnait en maître, quand même, comme aiment à le dire plusieurs invités. Personnalité de l'élite, entre soi, ambiance post-68, où la liberté individuelle et ses excès sont célébrés. Tous les ingrédients sont réunis pour cette affaire, pour ce qui va suivre. Et ce qu'on peut lire aussi, autre extrait choisi pour vous donner un petit peu le décor de tout ça, ce qu'on peut lire dans La Familia Grande, donc le livre qui va révéler tout ce que finalement beaucoup de gens savaient, comme vous allez l'apprendre. On peut lire, hein, certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche. Mon beau-père, donc là c'est Camille Kouchner qui écrit, chauffe les femmes de ses copains, les copains draguent les nounous, les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées. Non, c'est pas drôle. Là, c'est pas marrant. Tu vois, donc tu comprends en fait la teneur de ce scandale qui, une fois de plus, ne touche pas qu'un homme qui porte le chapeau et a raison, mais qui est très bien entouré à ce moment-là. Et la presse va s'en faire, enfin les médias vont s'en faire l'écho, mais plus ou moins discrètement, parce que vous allez voir, tout n'a pas été dit. Et c'est tout le problème, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà, ça c'est clair. Parce que Olivier Duhamel, là encore, rappel des faits, mais c'est très important, c'est un homme qui est partout. Il est constitutionnaliste, éditorialiste, politologue, ancien député européen, président du groupe Le Cercle, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de groupe où se retrouve l'élite, surtout politique, pour discuter entre eux, où on a du très beau monde. On a par exemple des gens comme Clément Beaune, qui sont actuellement au gouvernement et qui, sauf nouvelles, ne sont toujours dans ce club. Club Le Cercle, qui était présidé par Olivier Duhamel avant cette affaire-là. Il a été professeur d'université, professeur à Sciences Po, notamment. Et ce qui est fou dans cette affaire, une fois de plus, je vous donne les faits, mais vous allez en fait très vite comprendre ce qu'il en est. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est que
on a ce qui est révélé dans la famille Grandet, et on a Libération qui, dans la foulée, et vous savez, c'est le genre c'est le genre de révélation qu'on aime bien. C'est le siècle, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que le cercle, pardon, excusez-moi. Le siècle, Club Le Siècle, pas le cercle, pardon. Club Le Siècle, que présidait Olivier Duhamel. Et le genre de révélation qu'on aime bien chez Je te mets, c'est la petite phrase. La petite phrase, tu sais, qui est un petit peu embêtante, parce que Libération nous révèle, dans la foulée, donc Camille Kouchner dévoilait les faits commis par le politologue renommé à la fin des années 80, évoquant le viol et les attouchements sexuels auxquels ce dernier s'était selon elle livré sur son jeune frère, ainsi que sur 2 autres mineurs, enfants d'amis de la famille qui dormaient dans la maison de vacances de Sanary. Donc déjà, dans la foulée, la presse ne va pas rien dire. Pas rien dire. Elle va sortir des éléments, mais de manière parfois parcellaire, comme ça. Juste une phrase pour dire, vous avez vu, on fait le boulot. Sauf que cette histoire de 2 autres mineurs qui ont été attouchés par ce monsieur est très peu sortie. On a surtout parlé de l'agression sur son beau-fils. Et c'est tout le boulot qu'on voulait vous proposer sur Juste Milieu dans une enquête qui est musclée. Là, je vous donne quelque part, là, c'est du hors-d'œuvre. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est du hors-d'œuvre. Et ça continue très vite. Alors, tout ce que je vous dis est révélé à partir de janvier 2021, enfin, est révélé pour les kidam comme nous. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, à ce moment-là, le vent souffle. Parce que c'est vrai que beaucoup étaient au courant. Vous l'imaginez bien. Donc, on a cette séquence médiatique qui va arriver le 14 juin 2021. Alors là, enquête classée sans suite pour cause de prescription. Je vous mets la petite séquence. 5 mois après l'ouverture de l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs à l'encontre d'Olivier Duhamel, le parquet de Paris a décidé de classer l'affaire sans suite pour prescription. Ce motif de classement est retenu lorsque les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent une infraction qui aurait donné lieu à poursuite de la part du parquet si le délai fixé par la loi n'était pas dépassé. Olivier Duhamel, 71 ans, avait été entendu comme suspect libre le 13 avril dernier par la brigade de protection des mineurs. Le politologue avait reconnu difficilement, selon une source proche du dossier, les faits d'inceste sur son beau-fils âgé à l'époque de 13 ans, des faits survenus il y a plus de 30 ans. Voilà, donc la prescription, l'éternelle prescription dans ce genre d'affaires, avec effectivement les faits qui remontent à trop longtemps, donc la justice ne peut pas faire son travail, c'est compliqué. Alors il a reconnu les faits, mais il y a prescription. Alors, soyons clairs, on fait 3 blagues parce que c'est vrai que ça semble sidérant, c'est un vrai débat en matière juridique qui peut s'entendre, et qui va pas se régler, c'est pas moi qui vais le régler aujourd'hui parce que je suis pas content. Donc autant j'accepte tout à fait la complexité du sujet, qu'on peut tous reconnaître de bonne foi bien sûr, mais c'est étonnant dans une époque où la libération de la parole est plus que jamais nécessaire, de libérer des paroles sur des affaires sordides, difficiles, qui touchent à l'intimité des individus, qui effectivement ont besoin de plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour révéler ce qui s'est passé. Et donc, à une époque où on plaide pour la libération de la parole, en fait, libérer une parole qui finalement ne sera jamais jugée, à quoi ça sert ? Parce que ces affaires remontent difficilement à la veille. On voit des témoignages qui effectivement reviennent des années après, des décennies après. Donc c'est là où on voit paradoxalement toute l'escroquerie de cette idéologie de libération de la parole qui, dans beaucoup de cas, pas tous fort heureusement, traite des affaires en disant c'est super, vous avez libéré votre parole, alors manque de bol, ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans, les faits sont désormais prescrits, la tuile. Et en plus, médiatiquement, on a des voix très intéressantes qui arrivent et qui justifient ce rôle-là de la justice. On a eu par exemple Elisabeth Lévy, alors qui effectivement déjà au moment de l'affaire Palmade, avait été étonnamment doucereuse sur le rôle de Palmade en disant bon, vous savez, c'est pas si grave. Sur Sud Radio, le 15 juin 2021, le lendemain de la mise en prescription des faits reprochés à Olivier Duhamel, voilà ce que nous dit Elisabeth Lévy. La prescription existe, c'est bien parce que, et dans tous les pays, c'est bien parce que passé un certain délai, on ne peut plus bien juger, on ne peut pas rendre une bonne justice. Alors le délai a été allongé, la victime peut aujourd'hui porter plainte jusqu'à ses 48 ans, c'est très bien, mais toutes les associations demandent qu'on supprime la prescription, de sorte qu'une victime pourrait par exemple poursuivre à l'âge de 60 ans un agresseur qui en aurait 90. Admettez que ça n'a pas beaucoup de sens, et il faut avoir le courage de certains
dire que certains crimes, eh bien non, ne seront jamais punis par la justice parce que c'est trop tard. Mais en tout cas, il n'y a rien de plus injuste et de plus hypocrite que cet entre-deux, hein, parce que nous dit dans le fond la justice avec ses enquêtes ouvertes sans conclusion, elle nous dit je ne peux rien faire, mais le gars est sûrement coupable. C'est une sorte de condamnation sans le moindre espoir d'avoir un jour payé sa dette. Alors il faut dire que dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce qu'Olivier Duhamel a été condamné par le tribunal médiatique au bannissement social à vie. Donc ça c'est pour l'impunité, hein, pour un homme qui a toujours été avide d'honneur et de pouvoir, c'est un châtiment terrible. Et bah voilà, hein, ça suffit. Voilà, ce genre de réaction très intéressante dans les médias, c'est que bon, hein, elle a été quand même condamnée, enfin il a été condamné par le tribunal populaire. Bon, hein, ça va. Hein. Alors, il ira pas en zonzon, avec un fort risque, effectivement, de... Bon, après, ce qui se passe là-bas, moi, cela ne me regarde pas. Mais bluffant, quoi. Bluffant, ces réactions médiatiques, surtout venant de quelqu'un qui, parfois, n'hésite pas à dénoncer le laxisme de la justice. Hein. Il faut lire, quand même, Causeur, par moment, dont elle est rédactrice en chef. C'est étonnant. C'est étonnant de voir le différentiel de ton entre ces genres d'affaires. On a eu donc Elisabeth Lévy, comme je viens de vous le montrer. On a également eu Alain Finkielkraut sur LCI également. Alors là, on a du mal à comprendre. Je vous mets la séquence, hein, là encore. Je ne vais pas dire dans le chat hein, ce que vous en pensez. C'est surtout que dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique est mal vue. On considère même que c'est une trahison. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais on doit, et justement, ce que fait la justice aussi, c'est qu'elle recherche le cas dans sa singularité. Et là, on ne peut pas, d'abord on n'a pas les éléments, et quand on essaye de le faire, c'est-à-dire on dit, mais y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord on parle d'un adolescent. On parle d'un adolescent. C'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement ou non. Mais ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça paraît comme une absolution. Voilà, c'est le raisonnement d'Alain Finkielkraut sur cette affaire-là. Donc, c'est toujours hein, cette dissociation à faire. Et ce qui est terrible, c'est que c'est cette finesse philosophique qui s'invite dans le débat au moment opportun. Par exemple, je ne suis pas certain, alors j'ai pas trouvé de séquence médiatique là-dessus, peut-être ne s'est-il pas exprimé sur le sujet, c'est pour ça que je ne veux pas lui prêter des propos qu'il n'a pas tenus, mais j'imagine, hein, qu'on soit bien d'accord, je présuppose hein, ce genre de choses. Est-ce que Alain Finkielkraut aurait réagi de la même manière dans l'affaire Nordal-Lelandais, par exemple, et l'affaire Maëlys, dans la mesure où on imagine qu'il n'était pas allé chez Nordal-Lelandais par le passé. Sauf que là, Alain Finkielkraut était allé chez Olivier Duhamel du côté de Sanary-sur-Mer. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend quelqu'un ici qui potentiellement, alors, il faut toujours avoir cette prudence, bon, attention, alerte fake news, mais qui, en tout cas, plusieurs sources renseignent qu'il s'était rendu là-bas. Donc, on ne va pas parler de complicité, là, ce serait un abus juridique et je dirais des bêtises, mais on est quelqu'un qui est quand même assez proche de l'affaire, qui connaissait Alain Duhamel, clairement, Olivier Duhamel, excuse-moi, qui connaissait Olivier Duhamel. Donc, de facto, sur la forme, sa position interroge. C'est-à-dire qu'il a une position, il est à la fois jugé parti, d'une certaine manière. Donc, après, sur la dissociation, même si le sujet est terrible, mais c'est vrai que ce sont des questions que se posent les avocats. Est-ce qu'il y a eu consentement ? La personne a 13 ans, donc est-ce qu'on est sur un enfant, sur un adolescent? Mais là, on est même en dessous de la majorité sexuelle qui est déjà étonnamment basse en France. Donc, il y a toujours cette finesse de raisonnement dans des affaires qui semblent les concerner de manière assez proche. Donc, j'aurais été étonné que, par exemple, Finkielkraut nous dise la même chose dans l'affaire Lelandais, tu vois. Donc, c'est assez curieux, ces réactions médiatiques, qui très vite ont pris des pincettes assez énormes dans ce genre d'affaires, mais c'est curieux, oui et non, parce qu'on a eu un article. Il faut remonter, tu vois, vous allez voir. Là, ce que je vous dis, c'est rien. Là, je préchauffe, là, je préchauffe. Faut remonter à février 2011. Février 2011, on a un article du Monde diplomatique. Tu vois, en termes de sources, je suis pas chez la Gazette du chat qui pète, tu vois. On est quand même, là, on est sérieux. Et on parle du siècle, ce fameux groupe Le Siècle, vous savez dont je parlais. Et le Monde diplomatique nous dit, hein, l'élite du pouvoir se restaure.
En France, comme dans la plupart des démocraties libérales, les membres de la classe dirigeante constituent un groupe social conscient de lui et séparé des autres. Mais l'intégration à ce monde ne s'opère pas spontanément. Entamée au moment des études, elle se prolonge au sein de cercles élitistes, tels le siècle, et de réceptions mondaines, où se coudoient les vedettes issues de divers horizons professionnels. Et là, la tuile. Parce qu'en fait, alors tu as tout l'historique de ce club-là, tu vois, et après, tu as des noms de gens qui sont dedans le siècle. Et c'est curieux parce que on en connaît beaucoup quand même. Hein. Je vous lis des morceaux, hein. Je vous mets le lien de l'article dans le chat si vous voulez regarder la jolie liste qu'il y a. Après, c'est le monde diplomatique, donc peut-être c'est des fake news. Hein. Moi, maintenant, je leur fais confiance, mais être membre du siècle témoigne d'abord d'une insertion réussie au sein de la classe dominante. Aux côtés des patrons du CAC 40, des responsables des bureaucraties d'État et des bombardiers de renom, l'association regorge de personnalités de droite comme Sarkozy, Fillon, Copé. Hein. La gauche parlementaire n'est pas en reste. J'aime beaucoup le siècle, dit ainsi Martine Aubry, qui était à Sanary-sur-Mer. Petit rappel pour si jamais. J'ai cessé d'y aller en 97 lorsque je suis devenu ministre. C'était très intéressant. Je me retrouvais à des tables avec des gens extrêmement différents. L'initiative peut être perçue comme totalement élitiste, mais cela reste un vrai lieu de rencontre. Elle est de gauche, hein, Martine Aubry, je rappelle quand même. Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Pierre Moscovici, qui parle d'un réseau social très influent. On a qui d'autre sinon, Madame Aubry voisinée avec Jérôme Monod, grand patron connu pour sa proximité avec Jacques Chirac et Alain Juppé. Pierre Rosanvallon, celui qui a taillé Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps. On a eu quoi? Jean-Claude Casanova, l'assa promoteur du Giscard-d'Aubérisme. Olivier Duhamel, c'est fou, hein. Tu vois, ils le disent aussi, le monde diplomatique, donc comment on est sûr de ça? Donc, on a une belle liste, tu vois. On s'y félicite d'avoir repéré Madame Rachida Dati ou Fadela Amara, ou d'avoir perçu précocement les talents de Monsieur Stéphane Courbit, l'ancien patron d'Endemol France. C'est fou, hein. Bon, alors là, par contre, pour la parité, tu repasseras. Hein. En tout cas, en 2011, les membres du siècle sont très majoritairement des hommes, 85%. Voilà. Donc la parité, c'est dans ta PME de province ou de Provence d'ailleurs, allez où tu veux, ta truc. Enfin bon, bref. Je vous ai mis le lien de l'article si vous voulez regarder. Donc, on a du beau monde dans le siècle. On a du beau monde, des élites politiques, médiatiques, culturelles. Et effectivement, avoir appartenu à un club dont le président est accusé d'inceste, c'est la tuile. Sur ton CV, toi, normalement, c'est HEC, AXA, Élysée, tu vois. C'est pas appartenu à un club comme ça. Donc, bon, le mieux, c'est de pas trop dire. C'est de rien trop dire sur ça. Donc c'est un peu la tuile. C'est un peu la tuilasse, mais on comprend mieux les réactions timorées et timides de ce monde-là. On a eu un petit résumé également, par exemple. Ça, c'était dans l'info du vrai. En 2021, ils en ont parlé, je vais vous retrouver, hein, tu vois. T'as une belle brochette. Je vous mets la petite vidéo, tu vois. Où le politologue soigne son image publique, à mesure qu'il étend son influence. À Paris, tout un monde gravite autour du célèbre intellectuel. Duhamel, l'expert du droit, travaille à la réforme constitutionnelle voulue par le président. On a une très belle photo là. Duhamel, Fillon, Luc Ferry, Sarkozy, Balladur, Jacques Lang. Le tiercé dans l'ordre. En Sarkozy et préside le jury du prix Guy Carcassonne, décerné ici avec Laurent Fabius. Duhamel, le germano-pratin, peaufine son aura au sein de la prestigieuse école de Sciences Po, jusqu'à prendre les rênes de la Fondation nationale des sciences politiques en 2016. Son directeur, Frédéric Mion, est aujourd'hui accusé d'avoir couvert le secret, mais il refuse d'être emporté par le scandale, dans cette interview donnée à Sciences Po TV. La question aujourd'hui n'est pas la question de la démission. Parce que démissionner signifierait que, à titre personnel, j'admets être d'une quelconque manière complice des agissements terribles que nous connaissons désormais. Et que, à titre institutionnel, d'une certaine façon, Sciences Po aurait part à la responsabilité de ces actes. Et ça, je crois que c'est absolument impossible. Bon, alors la tuile, Frédéric Mion a démissionné. Hein. Non, parce que... Après, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a réellement démissionné derrière. Donc ça, c'est un petit peu la tuile. D'ailleurs, il a été remplacé par Mathias Vichra, qui était, que je vous dise pas de bêtises,
il est de la même promo qu'Emmanuel Macron à... alors, pas l'ENA, du coup. Tac, tac, tac. Si, à l'ENA, pardon. Ils sont de la même promo. Voilà, Mathias Vichra. Il a été nommé à Sciences Po. Donc, tu vois, ce qui est fou, c'est que voilà, les cercles d'intérêt succèdent aux cercles d'intérêt. Mais ça n'a rien à voir. Donc, je tiens à le rappeler, d'avoir toujours cette précaution qu'on ne me fasse pas le procès de sous-entendre que tout ça est lié. Jamais de la vie. Hashtag Julien Pain sur les réseaux sociaux, cette prudence élémentaire. Donc on continue, parce que c'est vrai que pour continuer à vous poser le personnage Olivier Duhamel, c'est que vous avez déjà vu donc ce qui lui est reproché, la trajectoire de ce monsieur, les cercles dans lesquels il évoluait, pardon, ce qui est déjà suffisamment zinzin. Mais la grande force d'Olivier Duhamel, qui a reconnu les faits d'inceste devant la police, donc c'est pour ça qu'on peut y aller de bon cœur, c'est cette capacité à distribuer les leçons de morale. Je vous ai retrouvé un débat en 2014. Olivier Duhamel est face à Michel Onfray sur la question de la corruption des élites. Le monde est bien fait. Et là, là-dessus, il rigole pas, Olivier Duhamel. Ah, il déconne pas avec ça, écoute. Là, je parle aux gens qui disent cela et qui le pensent. Je leur dis, parce qu'il faut le dire, même si c'est pas populaire, je le dis, dire cela, c'est dire une chose mensongère, c'est dire une chose profondément injuste pour les gens qui font ces tâches, qui a quand même beaucoup d'inconvénients, comme l'a dit Nathalie Saint-Cric, pour peu d'avantages qui est de la politique, je le dis d'autant plus que je n'en fais pas, et pour cause, et que si on continue comme ça, il faudra très peu, et seulement pour l'Europe, à tort certainement, mais très peu et exclusivement pour ça. Et j'ai tout fait pour ne pas en faire ni avant ni après. Mais de toute façon, c'est pas mon cas qui est intéressant ici. C'est de savoir que si on laisse, je termine, si on laisse entendre cette chose fausse et injuste, que la plupart des politiques sont corrompus, il ne faudra pas se plaindre après que les gens ne veuillent plus faire de la politique. Je prends juste deux... Voilà, faudra pas s'en plaindre. Ça suffit maintenant de sous-entendre ça. C'est pas au motif qu'il y en a certains pour qui c'est vrai, que tout de suite c'est vrai pour tout le monde. Encore moins quand il y a des cercles d'entraide et compagnie. Enfin, ça suffit, tu vois. Et donc, il a dit ça. Par exemple, alors aussi, une autre pépite que je vous ai déterrée, mais des débats, vous pourrez en trouver des tonnes. Et je vous jure que c'est pas un montage. Honnêtement, j'ai ri jaune quand je l'ai vu, mais c'est vrai. C'était en 2017, octobre 2017, Olivier Duhamel est chez Le Figaro pour un débat. Faut-il interdire les sugar daddies? Sugar daddies, c'est les types qui payent des jeunes filles pour faire des trucs pour lesquels il faut payer, quoi. Réglé que le Conseil d'État, qui l'a déjà un peu, lorsqu'il prend la décision qu'il a prise sur Flo Hermel, soit ce sont des grands finauds qui se disent « Bon, d'accord, je vais me faire taper dessus, mais je vais avoir une pub d'enfer, tout le monde va découvrir mon site, et grâce à ça, je vais faire des affaires. » C'est ou l'un ou l'autre, et je ne vais pas vous dire laquelle des deux hypothèses. Pas exclu. Alors, juste... Tu vois, il parlait d'une histoire d'une société qui avait fait des pubs pour ça et tout à un moment donné, et le mec donne son avis là-dessus. Alors, c'est vrai que on a besoin de son avis. C'est quand même une des référents du droit constitutionnel à ce moment-là en France. Mais le grand intérêt de connaître le droit, comme disait Coluche, il y a ceux qui connaissent le droit, il y a ceux qui connaissent le juge. Et effectivement, là, je crois qu'Olivier Duhamel avait choisi son équipe, mais avec cette étonnante capacité à s'en battre les reins, mais dans des dimensions qui flirtent avec le génie. Moi, j'avoue que je trouve ça assez sublime. Et donc, forcément, on revient dans le temps. Donc, je vous ai montré quelque chose par le passé, parce que l'affaire est révélée, et dans la foulée, il y a des réactions médiatiques. Et oui, parce que tous ceux de son cercle proche, voire très proche, ont réagi, tu vois. Et par exemple, là encore, pêle-mêle, il y en a quelques-unes. Bernard Kouchner, donc, qui est quand même le père de Victor Kouchner, qui s'appelle Victor Kouchner dans le livre, le père de cet enfant qui a été abusé pour Olivier Duhamel, tu vois. Et Frédéric Aziza sur Radio J lui pose la question le 31 octobre 2021. Voilà la réaction. Je sais que c'est la Je ne veux pas mélanger, non. Non. Et je peux vous poser d'autres... Mais vous me direz si vous répondez ou pas. Je suis en train de vous dire que je ne réponds pas. Non, mais comment vous avez vécu cette séquence? Notamment du livre Ça ne vous regarde pas, c'est pas le problème. Oui. C'est pas le problème. Vous voulez pas en parler? Mais je veux pas en parler, enfin mélanger tout ça. Et non, puis mais ensuite, je mélange rien. Et la confiture de myrtille, vous la mettez où, là? Mais non, mais comment... Enfin, qu'est-ce que vous parlez Voilà. tout à la fois? Son fils a été agressé sexuellement et il te parle de confiture de myrtille. Il te dit oui, bon, on va pas tout mélanger, ça va. Et il fait une blague sur la confiture. Bon. Après, je veux pas juger, c'est lui qui est victime par ricochet aussi, donc là, on peut pas juger la peine d'un père, mais bon, la vanne sur la confiture, je suis pas sûr. Et pour vous dire, des interventions médiatiques qu'on a eues dans la foulée, on a un documentaire, donc, je vous l'ai dit au début, le livre sort le 14 janvier, sort début janvier 2021. Le 14 janvier,
on a une émission spéciale C'est dans l'air sur France 5 qui s'appelle Tout le monde savait. Tu vois, donc il y a tout le monde qui vient dire oui, effectivement, on savait. Et bon, bah là, maintenant, c'est trop tard, donc il va falloir dire des trucs. Donc, c'est lunaire. C'est-à-dire que l'émission sort, mais quelques heures, quelques jours après les révélations, et l'émission s'appelle Tout le monde savait. Donc, forcément, c'est difficile de ne pas imaginer, j'ai pas dit que c'était le cas, hein, imaginer que y a une forme d'entre-soi qui permet l'omerta, qui permet le silence. En janvier 2021 toujours, on a Jacques Lang qui est interviewé sur Europe 1. Ouais. Et voilà ce qu'il nous dit là-dessus. Voir tous ces témoignages poignants, et je n'ai pas lu. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes d'une grande radio. Alors je vous réponds. Première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est par ailleurs un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous sont jamais arrivés aux oreilles, cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parvenue? Je ne fréquente pas ces milieux, si vous voulez, moi. Je vis en dehors de tout ça. Je ne fréquente pas ces milieux-là, Jacques Lang. Clairement pas. Alors, celle-là, je voulais la montrer, mais ça, franchement, ça peut me rendre grognon. Mais dans des dimensions assez lunaires. On a eu, donc, il y a plein d'autres événements, et après que je vais vous expliquer, plein d'autres événements autour de cette affaire-là, notamment un suicide extrêmement suspect, justement le suicide de Marie-France Pizier. Il y a eu un documentaire sur Énergie 12. Je vous jure, regardez la bande-annonce sur Énergie 12. Ouais. Un documentaire autour de cette affaire présenté par Jean-Marc Morandini. Ça devient cocasse. Et autre vidéo, et après on va conclure là-dessus. Autre vidéo, c'est une séquence de Juan Branco, alors que j'ai pas réussi à dater. On est autour d'avril 2021, apparemment, je pense dans la foulée, là encore des révélations. Et voilà ce que disait Juan Branco à ce sujet-là. De tous ces affaires dont on a parlé, évidemment, mais que les avez-vous dénoncés plus tôt? Mais ne l'ai-je pas fait? Est-ce que ça ne fait pas des années que je crie seul pour essayer de prévenir de la décadence et la dégénérescence qui habite ces espaces-là? Moi, j'ai pris tous les matins le 83, le bus pour aller à l'école, avec le fils adoptif d'Olivier Duhamel. Et j'ai vu dans quel état il était. Comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là, en sachant parfaitement, parce que dans ces milieux-là, tout le monde se surveille, ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'on a laissé cette personne-là adopter 2 enfants du tiers-monde à l'époque, en les exposant à ce qui... C'est ça la vraie affaire politique. Et c'est ça d'ailleurs ce dont personne ne parle aujourd'hui dans les médias lorsqu'ils parlent de l'affaire Duhamel. Comment est-ce qu'on a exposé ces enfants et qu'on les a mis entre les mains de cette personne? Quel passe-droit? De quel passe-droit il a bénéficié? Qui est responsable? Enfin, il n'y a pas de fait reprocher par rapport à ces enfants-là. Oui, il y a un silence, oui. Intéressant. Intéressant, parce que là, pour le coup, il y a des conséquences pénales très importantes qui pourraient être produites. Et justement, les conséquences pénales très importantes, parce que beaucoup d'autres personnes que vous connaissez se sont tues sur cette affaire-là, et c'est tout le fruit du boulot, je vous l'ai dit, l'enquête qu'on a faite, que Marie a faite, la 3e tête du Cerbère, juste milieu, et c'est tout le but de cette vidéo, de cette séquence aujourd'hui, parce que on a ce dossier qui vient pile poil de sortir, je vous le remets à l'écran, c'est celui-là, que tout le monde voit bien, affaire Duhamel. La loi du silence et omerta médiatique, je vous ai donné les grandes lignes de cette affaire-là, et on est très clairement dans beaucoup d'autres révélations qui sont à faire, qui résument tout ça, et vous connaissez la guinguette, on va pas prendre des pincettes pendant des heures. Ce genre d'enquête qu'on fait, qui nous prend plusieurs semaines de boulot, voire plusieurs mois de recherche, on l'avait fait avec le Qatar, et aujourd'hui, ce dossier-là, cette enquête-là est envoyée à nos abonnés de Juste Mensuel. C'est la revue d'actualité de Juste Milieu que vous connaissez, et de temps en temps, on a des enquêtes spéciales qui permettent d'amener du monde sur la revue. Donc si vous avez envie de tout découvrir sur ce dossier-là, là, tu vois, il est là. C'est du tout près. Tu as le sommaire. Quasiment 50 pages sur cette enquête-là avec, comme je vous l'ai démontré, ce que vous ne lirez pas, en fait. Ce que vous ne verrez pas dans les médias ailleurs. On a tout résumé, on a tout mis là-dedans avec des noms qui, pour certains, n'ont pas été évoqués dans les médias. Et c'est ce que dit Juan Branco. C'est pour ça que je voulais finir avec cette séquence. Il peut y avoir des conséquences encore énormes pour des gens que vous voyez tourner aujourd'hui dans les médias, car on est dans
la loi de l'entre-soi, la loi de l'omerta, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ou de manière vraiment, comme je dis, cachée ou parcellaire, et ce dossier-là est dispo, voilà, il sera envoyé automatiquement, voilà, sur votre messagerie en version numérique pour chaque nouvel abonnement à Juste Mensuel. Nos abonnés Juste Mensuel vont le recevoir demain, donc là on y est, c'est du direct, et vous le savez, vous connaissez la maison là-dessus, on a besoin du soutien de nos abonnés pour pousser les revues. Hein. La revue d'actu, Juste Mensuel, la revue d'idées, Le Banquet, et on n'a rien sans rien. J'aimerais faire le philanthrope et vous dire, on ne prend pas un sesterce, on bosse comme des ânes, non. On bosse comme des ânes, donc on a besoin de tout ça pour financer les projets, tout ça, pour faire ce genre d'enquête. Donc si ça vous intéresse, Edouard vient de mettre le lien dans le chat, le lien est également en description de la vidéo, si vous regardez ça sur YouTube plus tard, quand ce sera republié. Donc vous pouvez soutenir Juste Mensuel, soutenir Juste Milieu plus largement. Ça, c'est le but du jeu. Parce qu'en fait, bah ouais, hein, on a besoin de vous là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, j'aimerais que ça tombe du ciel, mais c'est pas le cas. Hein. Donc, on a pris le parti de se sortir les doigts. Et bah voilà, tu vois, t'as de la rémunération sur les abonnements, sur machin et tout. Donc, chacun bricole comme il peut. Nous, on a essayé de bricoler là-dessus. Donc, voilà, les amis, le lien est dans le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez jeter un œil et vous abonner pour recevoir ce dossier-là, je peux vous dire que c'est zinzin. Je vous avoue, de toute façon, on va être clair, je fais le malin, mais c'est Marie qui a bossé, qui a mené l'enquête, qui a écrit le dossier, j'ai appris des trucs moi-même. J'ai pourtant des chemises bleues, j'en ai quelques-unes, mais j'aurais pu en tâcher bon nombre. Hein, t'as des trucs, t'as envie de... La soupe tomate à midi, elle est pas très très bien passée.